Dans cette vidéo, on va faire énormément de choses. On sera avec Franck que vous connaissez bien et on va bidouiller des serveurs bien entendu, mais avant ça, on va remplacer mon tas de merde dans ma cave par une vraie baie informatique. Qu'on soit d'accord, ça va faire du bien. Et oui, je sais qu'il y a plein de trucs qui ont changé depuis la dernière fois que vous avez vu tout ça et je vais tout vous raconter juste après. Mais pour l'instant, c'est l'heure de tout dégager. Bon là je peux pas vraiment réatteindre la caméra avec tout le bordel que j'ai foutu par terre. Vous voyez là je suis avec mon téléphone, désolé mais la caméra est trop loin, croyez-moi. C'est le bordel absolu, hein. Là il faut vraiment me croire, c'est voilà à quoi ça ressemble. J'en ai enlevé pas mal, hein, on va pas se le cacher. Prise fibre ici, nickel. Voilà mes câbles DisplayPort qui arrivent là et qui se mélangent là, ça va être un sacré bordel à démonter. Donc vous savez ce que je vous propose de faire? Eh bien c'est un truc tout simple. Magnifique. Tiens, un chien. Toujours le chien. Ça fait une belle baie quand même. Hein. Donc voilà, ça ira très bien là, je pense. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment voulez-vous travailler? Bref, la baie est là. Alors ce qui est cool, c'est qu'elle a été livrée avec des trucs dedans. Donc voilà, ça a été démonté d'une install. Alors comme vous voyez, moi j'ai des plateaux, déjà ça c'est cool. J'ai des bandeaux de prise avec des noyaux, bon ça on s'en branle un petit peu. Mais surtout j'ai des vrais bandeaux de prise électrique. Genre là, et casse-toi toi. Et là, genre c'est bien. Genre franchement c'est bien. Arrête. Donc ouais, j'enlève tout ça, je remets mon bordel et let's go. Oh putain. Bon, malheureusement, il n'y avait plus de place sur la carte SD, mais c'est pas grave, vous avez pas loupé grand chose. Je vais donc vous montrer le résultat final. C'est beau, hein? Bon, maintenant je vais vous expliquer ce qui a changé sur les 7 derniers mois. Déjà pour ce qui est resté pareil, on a toujours un switch 24 ports managé de chez FS tout en haut, un switch 10 Go Ubiquiti, le contrôleur qui sert aussi d'enregistreur pour mes caméras et un PC en Ryzen 9 qui va changer au cours de cette vidéo, vous allez voir. J'ai aussi toujours gardé mon onduleur 750VA de chez APC parce qu'il marche nickel, donc bah autant s'en servir. Ah, il y a aussi un des deux Asus XD6 qui me permettent de bien couvrir ma maison en termes de Wi-Fi. Et d'ailleurs ça marche toujours aussi bien ces trucs. À côté de la baie, j'ai mon PC relié avec mes câbles DisplayPort optique à mon setup. Il était beaucoup trop grand pour rentrer dans la baie, donc voilà, bah je l'ai mis à côté. Hein. D'ailleurs, il est branché sur cet onduleur APC 1500VA rien que pour lui, histoire d'éviter les problèmes liés aux pannes de courant soudaines par exemple. Pour l'intérieur de la baie, on notera que mon petit switch 10 Go microtique est descendu à son tour. Ça sert à rien d'avoir du 10 Go en haut, sachant que mon PC est maintenant en bas et que j'ai récemment tiré une prise fibre pour me permettre de mettre ma box dans la baie, parce que dans mon bureau, ça servait à rien non plus. Donc voilà, j'ai acheté un truc comme ça, c'est branché dans mon bureau et ça retourne directement vers la baie. On parlera du boîtier XL plus tard et on va tout de suite se pencher sur ce magnifique QNAP TVS ECS 1080+, qui est ma nouvelle façon de stocker mes fichiers. Si vous vous souvenez bien, j'ai toujours insisté sur le fait de créer son NAS soi-même avec un petit PC peu puissant et un OS de NAS comme TrueNAS ou Open Media Vault, parce que c'est genre vraiment moins cher que d'en acheter un tout fait. Mais il s'avère qu'acheter du matériel spécialisé apporte quand même quelques bénéfices, alors certes pas beaucoup, mais il y a quand même quelques petits plus. Déjà c'est beaucoup plus stylé, hein, on va partir là-dessus, les disques qui sont hot swappables, ce qui peut être plutôt pratique, et le logiciel il permet d'intégrer le tout vachement bien, ce qui permet d'avoir un OS extrêmement optimisé pour ce hardware et donc d'avoir des performances vraiment pas dégueu. Comme vous voyez, ça c'est en écriture sur mon RAID 5 de 6 HDD, et franchement ça fait plaisir. Donc non seulement je gagne en performance, mais surtout j'ai pu économiser pas mal en n'achetant pas un NAS Synology. Pour un modèle avec une capacité de disque équivalente, j'aurais dû débourser au moins 200 € de plus sur le bon coin pour avoir un moins bon processeur, beaucoup moins de RAM, et tout ça pour avoir un software qui est peut-être un petit peu mieux
fini. Moi qui ne l'utilise que pour stocker des données et pas du tout pour faire tourner des applications, et ben je m'en fous un petit peu du soft. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment surcoté les NAS Synology. En plus de tout ça, le mien il intègre une NIC de 10 Go alors que le NAS Synology, et ben tu dois l'acheter séparément, et en plus il faut une NIC bien spécifique sinon ça fonctionne pas. Enfin bref. Quelle indignité. Je suis très content de ce NAS parce que franchement il marche vachement bien, et si vous voulez un truc vraiment nickel, bah je peux que vous le conseiller. En descendant un petit peu plus bas et en passant pour l'instant ce gros bazar, on tombe sur 4 mini PC, et c'est là qu'on va rentrer dans le dur. Alors quand je dis rentrer dans le dur, enfin on va vous expliquer avec Franck d'ailleurs. Bonjour Franck. Bonjour monsieur. Là on aimerait surtout vous expliquer pourquoi maintenant nous en fait on essaye de s'éloigner, en tout cas pour chez nous, des serveurs, vraiment des vrais serveurs, et plutôt de mettre en place ce qu'on appelle des mini PC. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'un mini PC, donc vous savez les PC comme ça SFF, ça consomme rien du tout. Et vu les prix de l'énergie actuellement, Ça se comprend. ça se comprend totalement. Déjà il y a cette partie là, il y a aussi le fait que c'est quand même pas trop mal d'avoir une machine dédiée pour un OS quand t'as envie d'en faire tourner, même si là-dessus, bon la virtualisation ça marche quand même pas trop mal. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant quand on veut faire tourner des trucs chez nous, on a choisi juste de mettre des mini PC. Et d'ailleurs on en a un petit exemple, Franck a ramené des mini PC, on va vous passer des séquences juste après, vous allez très vite comprendre que... Comme d'habitude, finalement rien ne marche, hein. On va refaire rien ne marche 3. Donc nous voici, première apparition d'ailleurs sur ma chaîne, hein, sur Docker, enfin c'est plutôt Portainer qui est une interface pour Docker. Je vais leur dire que Payol c'est bien mais ça marche pas super ouf. Bah voilà, ils le savent. Non, je vais... Non, c'est pas que ça marche pas super bien. Vas-y, dis. C'est que Payol, je l'ai pas config. Et la config de base, c'est de la merde. Voilà, et en fait c'est très chiant d'ajouter des listes, c'est ça? C'est des... Enfin, comme une word list, non c'est pas vraiment une word Après, list. j'ai pas vraiment cherché longtemps. On a un peu la flemme, faut dire. Enfin, longtemps, c'est-à-dire 10 minutes. Donc voici ce que t'as mis sur... Je te laisse présenter ton Portainer. Alors non, déjà, Docker. En gros, si vous voulez, c'est comme des VM pour juste un logiciel. C'est très compliqué à vulgariser, mais globalement c'est ça, si j'ai bien compris. C'est genre, en gros, au lieu de faire une VM par OS, tu fais une VM, entre grosses guillemets, par logiciel, et comme ça c'est plutôt optimisé. Et il y a plein d'autres avantages qu'on va pas citer ici parce que c'est pas une idée sur Docker. Présente-nous tes containers, ça s'appelle comme ça. Présente-nous tes containers. En tout premier, DuckDNS. En gros, c'est un truc qui remplace votre IP. Vous avez genre une adresse qui pointe vers votre IP, genre un nom de domaine, et juste ce truc là, bah dès que votre IP elle va changer, votre IP dynamique, et bah ça va changer l'IP qui est liée à ce nom de domaine. Et du coup, bah superfrank.fr, ça va toujours pointer sur l'IP de ta box. Ce n'est pas moi, mais oui. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Bon, je crois que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer. J'avais la flemme de faire autrement, donc j'ai cliqué, j'ai fait 3 clics et le serveur était là. Voilà, c'est ça aussi qui est bien avec Docker, c'est que pour déployer, c'est quand même vachement rapide. Et Portainer, même si Oui. Portainer, bon, je l'utilise à 1%. Et Portainer, et ben c'est la jolie interface que vous voyez là, c'est dans un conteneur lui-même, voilà, tout simplement. Donc ça c'est ce qui tourne sur son mini PC pour son instance Docker. Il s'avère que moi aussi j'en ai un, c'est d'ailleurs un des PC qui se trouve dans la baie, vous l'avez vu, il s'appelle SRV Linux il me semble. Voici donc mon Portainer, donc comme vous voyez moi je vais en avoir un petit peu plus. Voilà tout ce qui tourne chez moi, donc pareil j'ai un DuckDNS qui met à jour mon IP tout le temps. J'ai Heimdall, c'est une sorte de page web pour avoir des raccourcis sur des trucs qui sont dans votre réseau local ou sur internet pour des pages web. En gros bah voilà à quoi il ressemble bien. Voilà, je peux ouvrir la page web de mon NAS ici, je peux ouvrir la page web d'un truc que vous allez voir après ici, enfin bref voilà, je peux ouvrir des trucs, ma console Unifi, enfin je pense que vous voyez vraiment de quoi je parle. Après ça j'ai Nginx Proxy Manager, ça c'est... Voilà, en gros ce qui se passe c'est que j'ai plusieurs noms de domaine, et ces plusieurs noms de domaine ils pointent sur différents services qui sont sur mon réseau local, mais j'ai qu'un seul port web à ouvrir, donc c'est vachement pratique. On a ensuite Payol que je n'utilise absolument pas pour les raisons qu'il a citées. WireGuard c'est pour faire du VPN super facile, pareil je vous en parlerai un jour, mais moi c'est ce que j'utilise, et voilà la liste, donc moi c'est un petit peu plus fourni, mais en gros j'ai un mini PC comme toi qui est dédié à juste Docker parce que bah ça permet de faire tourner plein de petits trucs vraiment sympas. Après moi sur mes mini PC vous voyez que j'en ai 4, alors j'en ai un qui fait tourner un Windows Server pour mon serveur DHCP chez moi et pour d'autres trucs dont je me sers pour du bureau à distance tout ça. J'ai aussi un autre mini PC, c'est un Dell je crois, qui fait tourner Home Assistant. Alors pourquoi je le fais pas tourner dans un conteneur Docker? Et bah tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur Home Assistant OS que sur Home Assistant Docker. Home Assistant c'est un truc qui genre me permet de connecter mes Philips Hue, ma pompe à chaleur, tout dans le même OS, bah je peux vous montrer d'ailleurs. J'ai flouté 2-3 trucs mais vous voyez que globalement c'est quand même vachement bien, je peux voir ma conso instantanée avec un module sur le Linky que je suis en train de tester, enfin voilà c'est vraiment un truc qui centralise tous les trucs connectés et donc c'est vachement pratique. Et le dernier, eh ben, c'est tout simplement un serveur i7 pour Minecraft.
Voilà, c'est un dernier. Il me reste un serveur Minecraft, il me sert pas souvent, mais voilà, c'est à ça qui sert. Et du coup, ça me fait 4 PC. Avant, ces 4 PC, bah, c'était 4 VM sur mon serveur Ryzen 9 qui est en bas de la baie. Et au final, avoir ces 4 PC qui tournent, et ben, ça me permet de consommer moins d'électricité. Et en plus, tout est encapsulé sur sa propre machine physique. Ce qui veut dire que, par exemple, avant, quand je faisais une maintenance de mon serveur Ryzen 9, et ben, j'étais obligé d'éteindre toutes les VM. Alors que maintenant, si je veux faire la maintenance d'un seul serveur, bah, j'éteins qu'un seul mini PC, les 3 autres ils tournent toujours. C'est les rares avantages d'avoir du hardware, mais moi, ça me va plutôt bien. Et c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire, c'est que si vous voulez vous faire des serveurs chez vous, juste achetez des mini PC, parce que c'est juste trop bien, ça consomme rien, c'est relativement puissant pour ce que vous achetez, en fait ça dépend du modèle, hein. Si t'achètes un Pentium, c'est sûr tu vas pas aller bien loin, quoique ça dépend parce que peut-être que les tout derniers Pentium, ils sont pas trop mal, mais flemme, juste flemme. Oui. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans du serveur, bah je peux vous conseiller genre d'acheter, bah je sais pas, 2 mini PC, un Switch 1 Go, et voilà, ça vous fait des serveurs chez vous, c'est vachement bien. En plus, il y en a plein sur le bon coin. Ah oui, j'ai pas précisé ça. Bien sûr, on n'achète pas ça neuf. Non, Non. c'est beaucoup trop cher. On n'est pas fou quand même. C'est pas le prix pour ce qu'on veut. Ah. C'est... Donc voilà pourquoi j'ai des mini PC dans ma baie. Et juste comme ça là pendant je sais pas peut-être 2-3 minutes je vous mets des séquences de nous qui essayons de réparer tes mini PC. Parce que tu es arrivé chez moi, t'avais des 4 mini PC qui marchaient. Ça marche plus. Ça marche plus. Ah si, 2. 2 sur 4. C'est pas mal hein. La séquence tout de suite. Bon, Bonjour. on est d'accord qu'il y en a qui viennent te montrer support assist Dell machin. Bah là il vit là non. Là il vit plus beaucoup là. Ou alors c'est la lime. Là il y a des soucis hardware monsieur. Mais le problème c'est quand je les ai reçus, tout fonctionnait en fait. Non c'est faux, t'as aucune preuve. Mon cerveau. Bon, on fait celui du dessous. Ça fait 2 semaines qu'il fonctionne sans problème. Et ben voilà. Bon, lui il fonctionne. Centrale nucléaire. Ah mais d'accord, testing fan. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il y va à fond hein. En tout cas ça marche bien. Hein. Bonjour Windows. Ouais, trop bien. Alors, tout à l'heure, je sais pas ce qu'il nous a fait. Du coup, on avait reset le BIOS tout à l'heure et le Legacy Boot était activé. Voilà, donc maintenant, on va tout de suite repasser à une explication avec des magnifiques plans de coupe sur qu'est-ce que c'est cette merde-là. D'ailleurs, partez pas maintenant, hein. Juste après, on va essayer d'installer un hyperviseur sur le nouveau serveur de Franck. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du dernier truc qu'il y a dans la baie, cette espèce de gros machin. Certains d'entre vous se demandent sûrement ce que c'est, et cette chose, elle a plusieurs noms. Bah, ça peut être un autocom, mais ça peut aussi et surtout être un PABX. Il y a quelques temps, je me suis embarqué dans une aventure téléphonique et je me suis lancé le défi de mettre en place une solution de téléphonie d'entreprise et chez moi. Genre, mettre des téléphones chez moi et pouvoir les appeler, transférer des appels, etc. Oui, c'est complètement con, on est bien d'accord, mais moi j'ai vu ça comme un défi. Hein. Parce que ce gros merdier là, c'est AX1612 de chez Astra/Mytel. Et ben c'est l'enfer à mettre en place. Les menus sont parfaitement imbitables, c'est vraiment juste l'enfer. En fait, il existe quasiment aucune documentation sur internet parce que ça n'intéresse personne la téléphonie d'entreprise, donc bonne chance pour le configurer. Et il faut des licences dans tous les sens pour pouvoir espérer l'utiliser, et spoiler, tu peux pas en acheter comme ça, hein, sinon ce serait trop drôle. Mais malgré tout ça, bah, j'ai réussi à le faire fonctionner à peu près correctement. Mais c'était vraiment l'enfer. Couplé à ce truc, j'ai acheté une bande DECT faisant tourner l'Open Mobility Manager, ce qui me permet d'ajouter des téléphones sans fil au système. Tout ça pour pouvoir s'appeler en interne, hein, on est bien d'accord? Votre demande a été prise en compte. Et c'est aussi pour ça que vous avez vu un téléphone analogique sur la baie. Ça c'est juste pour vous faire des tests. Et c'est également à ça que me sert le Firewall XL rouge. Il me sert pas du tout de routeur, mais comme passerelle entre le réseau téléphonie et le réseau data. Parce que oui, c'est des réseaux séparés, et oui, je me suis fait chier à faire remonter des VLAN dans tous mes switches pour chaque téléphone IP. Et donc le Firewall, eh bien, il sert simplement à accéder à l'autre réseau sans que le DHCP du PABX ne se propage sur mon réseau data. Et inversement. Bon. Maintenant qu'on est à jour, on va installer des ESXi. Bon alors cher Franck, on va découvrir ton nouveau serveur ESXi. Attends, je baisse la tête là. C'est une souris, on est d'accord? Ah, une petite souris. Allô. Bonjour. Déjà lui, je le récupère, du coup on va installer un ESXi là-dessus, parce qu'en fait je vais m'en servir pour faire un serveur de test maintenant de ce truc là, ce Ryzen 9. Oui, c'est un peu con, mais c'est ce que je vais faire. Donc on va installer ESXi là-dessus, et surtout ton serveur, voilà, c'est un cadeau. Donc on va remonter lui, alors on espère que ça va pas se passer comme les autres fois où on a démarré des serveurs. Alors, si ça se passe comme les autres fois, c'est vraiment que je sais pas ce qui se passe, mais parce qu'il a démarré sans vidéo, hein. Un peu comme les mini PC quoi. Oui. Il démarre, mais
Démarre pas. Donc actuellement on est en train d'installer ESXi sur le PC avec le Ryzen 9. On va vous expliquer ce que c'est ESXi juste après, mais en fait si vous voulez très rapidement, c'est comme un Proxmox. C'est la même chose que Proxmox, mais version entreprise, payant et peut-être un petit peu mieux aussi. Je sais pas si on rentre. Est-ce qu'on rentre dans ce débat si c'est mieux ou si c'est pas mieux? Alors c'est pas vraiment la même chose. Enfin si c'est la même chose mais c'est pas la même chose. Ouais. Donc on installe ça. En attendant, est-ce que tu veux découvrir ton serveur? Oui. Allez, donc ce serveur vous ne le connaissez pas, et bien c'est très simple, c'est parce que tu peux l'ouvrir, hein, je ne l'ai jamais montré. C'est un DL 385 Gen 8. Donc Gen 8 c'est très récent. C'est un serveur qui m'a été filé par la même personne que le tout premier serveur, si vous vous souvenez bien. Voilà, je remets la vidéo juste ici. Le très récent d'il y a 10 ans, c'est pas très récent. Mais. Attends, Gen 8 c'est il y a 10 ans? Mais non. Bon, en attendant, pendant qu'il regarde, vous voyez que j'avais pas les caddies pour les disques et du coup je les ai imprimés en 3D. Et donc voilà ce que ça donne. Bah du coup on a les disques durs qui sont dans des caddies en plastoc. Vu que ça coûte super cher les caddies de disques, bah... Alors ok, certes tu n'as pas la petite LED en façade, mais franchement, bah ça va vachement bien. Donc je peux que vous conseiller de faire ça si vous avez une imprimante 3D. 2012 les Gen 8. Ah putain, ça a 10 ans. En tout cas, il est très bien. Pourquoi? Parce que la config, c'est, attention, 32 cœurs en AMD Opteron. Et surtout, vous le voyez là, il y a 180 Go de RAM. Voilà, non, c'est juste ça. C'est pas grand chose. Hein. Du coup, bah, pendant que l'ESX s'installe là-bas, et on va setuper ça pour, pareil, mettre un ESXi et puis let's go, quoi. Bah, du coup, ça va être ton serveur à toi. Tu vas faire tes VM là-dessus et puis voilà, quoi. Par contre, oui, les barrettes... Enfin les sticks de 16 Go. Ouais, c'est pas mal 16 Go pour un stick à chaque fois. Je vous dis qu'il y a pas mal de RAM dans ce serveur. Bon alors en fait, le petit prank c'est que j'ai pas les drivers pour la carte réseau parce que forcément c'est une carte mère gaming pour un Ryzen. Du coup, c'est tellement chiant à faire parce qu'il faut recompiler l'ISO avec les bons drivers. On fera ça après. On va faire le serveur de Franck là. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent les abonnés, c'est qu'on fasse du serveur. Donc. Oui, mais puis en plus c'est un serveur quoi. Oui. Ce n'est pas du consumer électronique. Pourquoi on n'a pas de clavier, pourquoi on n'a pas de souris, pourquoi on n'a pas de tout ça? C'est tout simplement parce que je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle l'ILO, ou c'est la même chose que l'IDRAC chez Dell. L'IPMI c'est la norme. En gros, c'est juste pouvoir contrôler le BIOS et tout ça du serveur à distance. Enfin, vous allez voir, de toute façon, on va faire une capture d'écran, mais du coup, on a juste besoin d'un petit câble Ethernet et comme vous voyez, il y a un petit switch là-bas pour brancher le port ILO et le port pour avoir du réseau. Et normalement, il y a besoin que de ça. On va prendre ma super clé USB et je vais te filer la clé USB pour pouvoir installer le SX. Une clé USB pour installer le SX, donc je vais la brancher dans le port. Cette fois, il démarre. Hein. Alors là... Ah bah de toute façon, s'il démarre pas... Déjà, on a la petite LED orange. Au pire... Je l'allume. Est-ce qu'il démarre? Non. T'as appuyé sur le bouton là? Oui. Ah. Oh le petit arrêt cardiaque là. Il fait ah bah voilà. Là on est sur du bruit là. Je sais pas si vous m'entendez mais il y a du bruit. Mais qu'est-ce qu'il nous veut lui? Par contre il faisait pas ça avant hein. Je te jure qu'il faisait pas ça avant hein. Non c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Non mais il doit marcher très bien. C'est la RAM. Oui. T'as changé la conf de la RAM. Il y a marqué en fait. Ah. Tellement bien fait qu'il y a un logo DIMM avec un S et ils te disent où est le problème. Donc c'est sur le Proco 1, la RAM 1. Logiquement c'est là, donc ce serait cette RAM qui pose problème. On va réessayer. PS2 c'est normal qu'il soit en orange. Là on est en train sûrement de tester sa RAM. Bon alors, l'ILO. Le seul problème c'est le bruit. Donc ce qu'on va faire c'est un truc tout simple. On va aller dans HTML5. Tada! Regardez, on a l'écran du serveur en fait. Voilà, c'est ça l'IPMI. Donc on fait F3. Donc ça c'est ma magnifique petite clé Ventoy, hein, bienvenue. Un jour je ferai une vidéo sur Ventoy. Enfin une vidéo complète je sais pas mais il faudrait que je la reste parce que c'est vraiment trop bien. Installer ça. Et ben c'est parti pour la 6.5. Donc on a 2 Opteron 6378, c'est pas mal. Et surtout 176 Go de RAM. Bon, alors ESXi vient de finir de s'installer et comme vous le voyez, le serveur boot. J'aime bien ce petit BIOS quand même, ça fait moderne, on dirait pas, mais il est un petit peu moderne en fait. Là pourquoi il veut pas booter sur le SXi là? Boot controller order. Bah c'est bon. Ah oui, il faut lui dire sur lequel booter, je pense. Dans le BIOS de la carte RAID, il faut lui dire prends ce logical drive là en tant que primary. Configured but missing or online. Voilà, c'est pour ça qu'il bootera pas. Ah bah oui. Comment que ça se passe? Mal. Ah, voilà, je pèse par arrêt. Delete logical drive. F8 To delete. Ok, donc il reste plus que le hashtag 2. Donc là normalement, il faut faire select boot volume. Direct, Logical Drive 2, oui. Petit tips hein, si vous avez un serveur. Et là normalement il est censé continuer de booter normalement. Ouais, VMware Hypervisor, ça marche. Bon,
Voilà, et SXI fonctionne visiblement. Donc là, il y a juste à regarder l'IP là, puis à aller voir. Et donc nous voici sur l'interface de login, donc on va essayer. Donc les stats, la RAM, t'en as un peu de l'élo. Les CPU, ça va, 76 GHz, ça va. Utiliser 700 MHz, j'aime bien comment ils comptent en GHz. Et ben on peut créer des VM. Alors viens voir juste niveau stockage. Donc normalement on est censé pouvoir uploader. Du coup après on va se remettre à mon Ryzen 9, mais en fait j'ai ramené ça du bas là, un super magnifique adaptateur SFP+ vers RJ45, parce que on va espérer qu'il y ait les drivers de cette carte réseau 10 Go et je vais la mettre voilà, et je vais faire ce genre de montage honteux, voilà, pour sortir de l'Ethernet. Alors, créer. 8.1. Let's go. Mettre sous tension. Et normalement c'est censé fonctionner. Waouh. Operating system not found. On lui a pas mis l'ISO. Nous n'avons pas mis l'ISO. Quand même. Ajouter un lecteur CD-DVD. Sélectionner. Ah oui, ça devrait... Ah, tu vois, elle est instant. Ah oui, en mettant l'ISO, forcément, ça fonctionne mieux. Bah voilà, c'est une VM quoi. Oui, après, enfin, vous connaissez quoi. Allez hop, installation de Windows 8 parce qu'il y a que ça. Oh putain, comment je fuis? Je peux pas fuir? Mais non, on peut pas fuir. Si tu fermes, il se passe quoi? T'annules l'install. Ah non, mais... On peut pas fuir les... Mais si, on peut fuir les clés de produit. Bon, j'ai vu que Windows Server ça finissait d'être uploadé, donc ça va vite. Windows Server. Regarde, en plus à la vitesse à laquelle ça charge. Si c'est pas beau ça. Bon, du coup, t'as un ESXi maintenant. Est-ce que tu en es ravi? Oui. Ravi, je sais pas, content peut-être. Donc, standard évaluation. Tu veux l'expérience de bureau, je suppose. Oui, pardon, excuse-moi. Effectivement. Ce qu'on va faire, on va pendant ce temps-là mettre cette carte, installer ESXi et voir si moi ça fonctionne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, vu que le serveur est entre guillemets ancien, on a installé un ESXi 6.5. Moi, je vais essayer d'installer un ESXi 8. Donc, let's go. On installe, on vous reprend. Oh, quelle bande de cons. Il a stoppé quand? Je l'ai entendu. C'était il y a pas longtemps. Ça marche pas, putain. C'est la petite blague, c'est que j'arrive pas à faire démarrer le 6.5. La 8, il me trouve pas le network adapter même pour le HP 10 Go. Après, elle est pas officiellement supportée, donc c'est normal. Mais on voulait quand même essayer. Et ça me fait chier, en fait, je vous avoue. En vrai, ça marche jamais. C'est trop chiant. Alors c'est un semi-rien ne marche maintenant. Ouais, évolution. Ça marche à moitié. Ça marche pas par contre. Ah oui, j'ai raconté la fois où j'ai cramé un switch PoE Ubiquiti en le branchant à du 48 volts alors que c'est du 24 volts passif. Et parce que je pensais que leur propre switch à Ubiquiti, il allait auto-négocier le PoE. Non, il envoie direct du 48. Juste une petite note du monteur, la vidéo elle sort dans quelques heures au moment où j'enregistre ça. Sachez que dans la suite de la vidéo, on va pas réessayer des trucs sur mon ESXi avec mon Ryzen 9. Mais sachez que depuis le tournage de la vidéo, j'ai réussi à le faire fonctionner, tout simplement en mettant un adaptateur réseau qui vient d'un serveur HP et donc qui est totalement supporté par ESXi. Donc juste en mettant cette carte réseau 4 ports, là vous voyez cette photo dégueulasse, et voilà c'est ça que j'ai mis. Et ESXi fonctionne bien, donc voilà j'ai ESXi 8 avec le Ryzen 9 et tout, je peux faire des tests, j'ai du Wake on LAN en plus pour l'allumer. Voilà, c'est nickel. Voilà, c'était juste la petite note, on continue la vidéo. Bon, le but là c'est de tester 7 cartes 10 Go dans le serveur. Sauf que le tien il va booter du coup, vu qu'il est fait plus. Alors. Bon alors, messieurs, dames, c'est bon. Il a redémarré, on a mis donc la carte, vous l'avez vu. On va voir si elle est détectée par le SXi. Nick physique, il envoie 4, donc on ne la voit pas. Est-ce qu'on peut avoir Nick list? Ok, donc il ne voit bien que les 4. Donc que les Broadcom. On est censé avoir du QE logique. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on concatène le driver dans l'ISO. On n'a pas ici longtemps, mais c'est chiant. On est des flemmards. Non, mais oui. Oh si. Ah oui, regarde, 10 Go de logique. port machin. Donc il la voit, mais il veut pas la driverifier. Si on n'a pas ce trou sur Windows, Windows la reconnaîtrait. On va tout de suite essayer QE logique. logique. Désactiver. Tu vois, basculer le relais. Activer. Ah oui, nécessite un redémarrage. Est-ce que je suis pas ingénieur? Attends. Bienvenue au service client SFR. Pour écouter les mentions légales, tapez dièse. Depuis un mobile SFR, votre demande a été prise en compte. Vous pouvez maintenant raccrocher. Donc déjà, tu vois, il y a le réductant de RAM detected, donc c'est-à-dire qu'elle marche. Le quoi RAM detected. C'est légèrement long. Oh, s'il y a une coupure de courant, je me suis assis. C'est une coupure de courant, je rentre chez moi. On voulait faire quoi là? Ah oui, la carte. C'était à 20 minutes. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça a vraiment pris 20 minutes. On a attendu 20 minutes devant l'écran de chargement de ça. C'est fini. Ouais, ça y est. Activé, actif. Donc, est-ce que je suis un ingénieur? Je ne la vois pas. Pourquoi je suis pas un ingénieur? Non, mais attends, on va essayer un truc. Ajouter un périphérique. Périphérique PCI. Ok. Si on enregistre, si on met sous tension, on va y arriver. Non, mais il a quoi ton ESX?
Le problème, c'est que c'est une 523 et il y a des 522 et des 524, mais pas de 523. Et moi, ça me fait extrêmement peur. Elle est peut-être pas compatible, hein, faut peut-être qu'on se dise ça aussi. Hein. Bonjour à tous. Ça marche pas. Non, ça marche pas. J'ai pas l'impression que ça marche. Bizarrement, je sais pas si vous me recevez. Ah, je vous reçois. Ça me casse les couilles, putain. En tout cas, les téléphones fonctionnent. Ah, déjà, ça, c'est un truc qui marche, vous voyez. Du coup, pas de carte 10 Go. Je sais pas ce que je veux dire. Je pense qu'on peut dire que cette vidéo nous casse les couilles allègrement. La dernière fois, ça n'a pas démarré. Là, ça a démarré, tout va bien. Au moins, le VMware fonctionne, oui. Je crois que c'est le... Ah, C'est l'heure de terminer la vidéo, on est d'accord. oui, alors, Abonnez-vous. discord.hemotech.fr. Et donc voilà. Alors par contre, si vous demandez de l'aide pour le VMware, on vous aidera pas parce que j'aime pas. Non, je rigole. On est un peu dans la découverte de VMware, on va pas se le cacher. Et je te transfère au modo Discord, hop. C'est terminé à nous, là. Voilà, je crois que c'est terminé là.